Le bon parcours de l'OM en Coupe d'Europe, c'est vous aussi Non, mais évidemment, on se réjouit quand l'OM gagne. On se réjouit quand Marseille gagne. Et Marseille, capitale européenne de la culture, c'est formidable parce que c'est vrai que c'est un laboratoire d'intégration, c'est une ville qui a un potentiel extraordinaire, c'est une ville où les politiques européennes sont présentes. Et donc, nous allons pouvoir, grâce à ce label, aussi montrer en quoi l'Europe, elle est là, en quoi l'Europe, elle permet de rayonner, elle permet le développement économique. Sur la zone euro-méditerranée, sur le pôle Saint-Charles, c'est grâce à l'Europe quand même qu'on a refait la gare Saint-Charles et le pôle. C'est grâce à l'Europe qu'on a transformé le silo à grains en salle de spectacle, qui va forcément être omniprésent lors de 2013. Donc l'Europe a fait beaucoup de choses et on voudrait qu'on sache encore plus. Donc quand l'OM gagne, on est content parce que c'est la renommée de Marseille. Il y a justement des programmes d'associations justement à ça. Par exemple, quand l'OM se déplace à Amsterdam, est-ce que vous dites pas que c'est l'occasion peut-être de sensibiliser les Marseillais qui se déplacent au départ pour supporter leur équipe? On a beaucoup de programmes, notamment avec les supporters, dans les cadres d'action pour la jeunesse. Et notamment, il y a une action sur la lutte contre les discriminations dans le sport et la lutte contre ce qui s'est passé sur le match à Lens il y a quelques mois. Donc, lutter contre la violence au sport. Je vais garder un instant, j'espère que ça ne vous perturbe pas, vous, dans vos questions. Un truc sur le football, on va prendre le parallèle de l'arrêt Bosman. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça donne. C'est-à-dire, je vais rappeler, c'est la libre circulation des joueurs européens depuis 1995. Et on voit que certaines personnes très libérales, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas en tête, se plaignent du manque de compétitivité des clubs français à cause de cet accord, car le talent, on va dire français, s'évapore dans d'autres pays qui ont plus d'argent. Donc ça, c'est dans le football, c'est une donnée, et puis on n'est pas sûr que ce soit fondé, je ne partage pas forcément les opinions de M. Aulas. Mais vous, est-ce que vous ne pensez pas que maintenant, si on est là à promouvoir l'Europe, après il va y avoir des autres, de ce que nous montre le football va peut-être arriver dans notre monde. Je crois qu'il faut recadrer. Sans parler de sport, dans le monde social. Voilà, il faut recadrer. Qu'est-ce qui s'est passé? En quoi l'Europe est-elle intervenue sur le domaine du football? Vous aviez des règles nationales et pas de mobilité possible. Or, selon le principe de la libre circulation des travailleurs, on a considéré qu'un joueur de football, c'est un acteur économique, un opérateur économique, et qu'il doit bénéficier de la libre circulation. Alors évidemment, ça a complètement bouleversé le monde du football. Donc, on applique les principes communautaires et on essaye en même temps d'encadrer parce qu'on ne veut pas que qu'il y ait des répercussions négatives. Maintenant, ça demande aussi des accords au niveau européen, ça demande d'observer ce qui se passe sur le terrain et d'avoir des politiques communes. Donc on est, je dirais, sur la phase de l'après-arrêt Bosman, voir quelles sont les conséquences, comment on peut contrecarrer les effets négatifs. Mais forcément, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Au final, moi, le destin des footballeurs m'importe peu, on va être honnête. Mais je me dis, c'est le parallèle. L'Europe a été ancrée dans le football avant d'être ancrée dans notre société. Et on voit ce qui se passe, c'est-à-dire que finalement, ça va profiter aux plus riches. Est-ce que ça va pas être le cas aussi de l'Europe maintenant? C'est la crainte que j'ai. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais c'est la perception que j'en ai. Je me dis, quand on a vu l'Europe créée avant toute chose pour le football, appliquée avant toute chose pour le football, on a vu ce que ça a donné. C'est-à-dire des riches de plus en plus riches et puis les autres laissés pour compte. Je me dis, est-ce que ça va pas être pareil pour les autres domaines? Est-ce que le football n'était pas un laboratoire? Non, mais vous ne pouvez pas dire ça quand vous avez un tiers du budget européen qui est consacré à la politique régionale. Donc l'Europe est le seul ensemble au monde, le seul, où il y a une politique de solidarité entre pays riches et moins riches, entre régions riches et moins riches, et même une région comme la région PACA, qui n'est pas une région pauvre, même si on sait qu'il y a des poches de pauvreté très importantes, bénéficie très largement des fonds européens. Donc, vous avez constamment une politique de solidarité. Alors maintenant, vous touchez au problème de l'Europe libérale, l'Europe sociale. Les règles de concurrence qui s'appliquent dans tous les domaines, ces règles de concurrence, elles existent depuis 1957 et ce sont toujours les mêmes. Donc, évidemment qu'il y a des grands groupes qui s'organisent pour utiliser la concurrence, mais il y a aussi une politique sociale, une politique de solidarité qui est unique au monde. Et les pays qui n'appartiennent pas à l'Europe, ils nous regardent avec beaucoup d'envie. Juste parce que vous représentez l'Europe et que c'est une souffrance de jeunes que j'ai jamais compris. Je ne sais pas si vous vous souvenez le concours de l'Eurovision de 99. Alors c'est de 99. C'est Dana, un transsexuel israélien qui a gagné. Ça avait fait scandale parce que personne n'était transsexuel. Bon, moi ça m'était égal, mais ce qui m'avait vraiment choqué, c'est qu'elle était israélienne. Elle avait gagné l'Eurovision. C'est l'Eurovision normalement, c'est l'Europe, non? Hein?
Moi vous êtes représentant de premier européen que je rencontre, il faut que vous me donniez une réponse. Ça fait 10 ans Israël est candidate pour rentrer dans l'Union européenne. Alors, il y a tout le débat sur la frontière, les frontières de l'Europe. Jusqu'où va l'Europe? Justement, c'est que rien n'est déterminé. C'est que probablement dans quelques années, nous serons plus que 27 États membres. C'est que la Croatie va rentrer dans quelques temps. Il y a la candidature de la Turquie. Il y a des pays méditerranéens qui ont demandé leur intégration. Donc ça montre bien le succès de l'Europe. Finalement, nous à l'intérieur, on se plaint toujours. On dit oui, l'Europe, ça ne sert pas à grand-chose, ou on ne sait pas à quoi ça sert. Mais le paradoxe, c'est que les pays tiers, eux, ils ont bien compris et ils veulent rentrer dans l'Europe. Donc voilà, des pays ont posé leur candidature. Pour l'instant, elle n'est pas à l'ordre du jour. Ils commencent par gagner l'Eurovision, c'est ça, et après ils verront rentrer dans l'Europe, c'est ça? Non, pas du tout. Mais ça doit être un accord à l'unanimité avec tous les pays déjà dans l'Union européenne. Donc la question des frontières, c'est une question éminemment politique. Voilà, donc ça, c'est la responsabilité des politiques. En fait, il y a un thème qu'on n'a pas abordé. Ouais, vas-y. On est en plein dedans sur la crise, la fameuse crise. Ouais. Donc l'Europe, quel est son taux d'implication par rapport à cette crise justement? Est-ce qu'elle a été impliquée? Comment elle va s'en sortir? Par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Amérique? Je t'invite à venir jeudi, le 26, parce qu'on va avoir justement un directeur de Bruxelles qui s'occupe de la lutte contre l'exclusion, la lutte contre la pauvreté, qui est chargé de l'intégration au niveau social, qui va venir justement répondre à cette question. Que fait l'Europe face à la crise? Donc je lui laisserai, lui, la parole, parce qu'il voit tout ça de Bruxelles. Oui, il y a une réponse de la part de l'institution. Oui, on cherche à coordonner les réponses ensemble des États membres. Mais je te propose de venir jeudi à cette conférence. Très bien, parce qu'on voit les pays nordiques qui étaient très bien lotis avant la crise. Ouais. Et qui là depuis subissent un séisme sans précédent. Oui. Donc c'est vrai que ça... Ce qui est sûr, c'est que nos économies sont complètement imbriquées. Donc on comprend bien qu'il n'y a pas de frontière pour la crise, il ne peut pas y avoir de frontière pour la réponse à la crise. La crise, la réponse, elle doit être européenne. Donc tant dans la coordination des États membres, dans l'action de l'Union européenne. On n'est pas là pour dire votez pour les uns ou pour les autres. On est là pour dire voilà ce que l'Europe fait. Voilà en quoi votre choix plus tard peut avoir des incidences sur la politique sociale parce qu'il y a des fonds européens et que sur les questions de budget, on va attribuer plutôt à tel domaine ou tel autre. Est-ce qu'il faut privilégier l'éducation, la recherche, l'innovation? Toutes ces questions sont concrètes. Et donc notre campagne, elle est là pour illustrer ce que fait l'Europe et ensuite, bien sûr, à chaque citoyen de se prononcer en son âme et conscience.